La police s'est rendue au village près de Białystok tôt le matin. La raison de la visite semblait simple et routinière. L'école avait reçu une plainte de l'enseignante selon laquelle Agata n'assistait plus aux cours depuis plusieurs semaines d'affilée. De telles histoires arrivent pas souvent. Les parents partent se travailler à l'étranger, les enfants restent sous la garde de proches, et en cas de problème de santé ou de discipline, l'école contacte les services sociaux. La vérification des conditions de vie ressemble à la procédure bureaucratique la plus standard. Habituellement, tout se limite aux formalités. Un agent de police entre dans la maison, constate que tout est en ordre, parle avec le tuteur, et l'histoire s'arrête là. Mais cette visite s'est avérée être le début d'un tout autre scénario. Aux portes de la maison, les forces de l'ordre ont été accueillies par le grand-père, Stanisław, qui avait déjà plus de 70 ans. Il est sorti calmement, même avec assurance, comme s'il s'était préparé à l'avance à la visite. La conversation s'est construite sur le fait qu'aucune vérification n'était nécessaire. Stanisław assurait que sa petite-fille était effectivement malade, mais qu'il s'occupait d'elle et que tout était sous contrôle. Son ton était sans émotion, ce qui à première vue rassurait. Cependant, en parallèle, il tentait clairement de limiter le champ de vision. Il montrait la maison, mais dissuadait avec insistance d'aller plus loin dans la cour. Il interdisait particulièrement de s'approcher de la partie arrière du terrain où se trouvaient les vieilles dépendances. Cela semblait étrange, et les agents ont immédiatement eu le sentiment qu'il cachait quelque chose. Lorsque le grand-père a répété plusieurs fois la même chose, les policiers ont présenté un mandat de perquisition et ont continué leur travail sans sa permission. La situation est passée d'une conversation formelle à une recherche concrète. La maison à l'intérieur avait l'air discrète, mais familière pour la vie rurale. De vieux meubles, des tas d'objets, ici et là, un désordre visible. Cependant, rien de criminel n'a été trouvé dans ces pièces. L'inspection s'est progressivement déplacée vers la cour. Les policiers ont fait le tour des dépendances et ont remarqué près de la grange un objet inhabituel. Il y avait là une fosse recouverte de planches, qui ressemblait à première vue à une vieille fosse d'aisance. Dans le contexte du reste de l'environnement, ces planches attirèrent l'attention. Elles étaient aux fraîches, récemment clouées, et les bords du bois n'avaient pas encore eu le temps de noircir. Les agents y ont immédiatement prêté attention. En s'approchant, ils ont remarqué que les planches étaient opposées de manière inégale, comme si quelqu'un s'était dépêché. Le plus important s'est produit lorsqu'un des policiers s'est penché et a tendu l'oreille. De sous le plancher venait un son à peine perceptible, faible, léger, mais clairement humain. Après cela, il ne pouvait y avoir de retard. Les planches ont commencé à être rapidement retirées, ouvrant la fosse. Et là, en bas, se trouvait Agata. Elle était vivante, mais semblait extrêmement affaiblie. On voyait qu'elle était restée longtemps dans un espace confiné. Une ambulance a été immédiatement appelée. Les médecins sont arrivés rapidement pour lui donner les premiers soins et la transporter à l'hôpital. Simultanément, les policiers ont enregistré le fait même de la découverte et l'état dans lequel elle se trouvait. Stanisław à ce moment-là ne semblait plus calme. Son comportement est devenu nerveux, il a essayé de se justifier, mais le fait était évident. Sa petite-fille se trouvait tout ce temps directement dans sa cour. La vérification formelle, qui avait commencé comme une procédure administrative de routine, s'est transformée en un instant en opération de sauvetage. Ce moment est devenu le point de départ d'une affaire retentissante, au cours de laquelle des circonstances bien plus sombres et complexes que quiconque aurait pu le supposer ont été révélées. La famille Kowalski vivait depuis de longues années à la périphérie d'un petit village près de Białystok. La maison dans laquelle ils habitaient était ancienne, mais solide, encore de construction soviétique, façade revêtue de bois, peinture écaillée sur les fenêtres, clôture basse qui nécessitait depuis longtemps des réparations. Sur le terrain, quelques granges, un potager où au printemps, on plantait des pommes de terre et des carottes et un vieux puits. Tout cela ressemblait à des centaines d'autres familles de la région. Extérieurement, la maison ne se distinguait en rien. Pour les voisins, elle faisait partie du paysage habituel, où la vie s'écoulait paisiblement, sans changement particulier. Les parents d'Agata avaient pris la décision il y a quelques années de partir travailler en Allemagne. C'était typique pour la région. Beaucoup d'hommes et de femmes cherchèrent des opportunités à l'étranger pour soutenir leurs proches. Le père s'est employé dans le bâtiment. La mère travaillait comme femme de ménage. Ils envoyaient de l'argent régulièrement pour que la maison ne soit pas dans le besoin. Au village, on les voyait rarement, seulement pendant les fêtes, et encore pour peu de temps. La majeure partie du temps, leur vie se passait loin de la famille. Il semblait que tout cela était temporaire.
qu'ils allaient bientôt revenir quand ils seraient sur pied. Mais le temps passait et le retour n'arrivait pas. Le tuteur officiel de la fillette est devenu son grand-père, Stanisław, un homme âgé qui avait déjà dépassé la soixantaine 10. Les autorités ont établi les documents, tout était en ordre. Le grand-père a obtenu le droit de s'occuper de sa petite fille, de recevoir une allocation et de veiller à son éducation. Sur le papier, cela semblait impeccable. La famille n'était pas fichée. Aucune plainte de l'école ou des voisins n'était parvenue, aucune vérification n'était prévue. Tout indiquait qu'il s'agissait d'une famille tout à fait ordinaire, qui avait ses difficultés, mais rien de critique. Les registres scolaires le confirmaient. Agatha assistait aux cours régulièrement. Elle ne se distinguait pas parmi ses camarades de classe, n'était ni conflictuelle ni problématique. Les enseignants la notaient comme calme, tranquille, peu portée aux conversations inutiles. Les camarades de classe ne se souvenaient non plus de rien d'inhabituel à son sujet. Elle était comme beaucoup d'autres, presque invisible dans la classe. C'est précisément cette normalité qui a rendu son absence moins perceptible les premières semaines. Les voisins n'avaient rien remarqué de suspect non plus. Stanisław sortait dans la cour, s'occupait de la ferme. Il ressemblait à un homme âgé rural typique, robuste, bien que déjà voûté, en vieille casquette et veste ouatée. Ses journées se passaient de la même façon. Il nourrissait les poules, chauffait le poêle, parfois s'occupait des plates-bandes. Il allait au magasin régulièrement, achetait des provisions, saluait les gens. Ceux-ci le connaissaient comme une personne stricte, mais ne suscitant pas de soupçons. À leurs yeux, il était plutôt maussade et renfermé que dangereux. Personne ne pouvait supposer que derrière les portes fermées de cette maison se cachait quelque chose de grave. Le plus important, le grand-père était le seul adulte dans la maison. C'est sur lui que reposait toute la responsabilité. C'est lui qui décidait de ce que sa petite fille mangeait quand elle allait à l'école, de quoi elle s'occupait. Les parents à distance ne pouvaient pas vérifier chaque détail. Tout reposait sur la confiance. Stanisław était cette figure dont dépendait la vie quotidienne. Mais la vulnérabilité de cette situation était évidente. Le contrôle était en fait impossible. Si le grand-père disait qu'avec Agatha tout allait bien, on le croyait. C'est précisément pourquoi l'alarme ne s'est pas déclenchée immédiatement. La dernière mention de présence à l'école date d'un jour précis, il y a 3 mois. Au début, cela n'a alerté personne. Le grand-père expliquait « Elle est un peu malade, elle se repose à la maison ». Cela semblait familier. Dans une école rurale, de telles situations arrivaient régulièrement. Personne ne se pressait de vérifier, on croyait sur parole. La première semaine, cela semblait logique, la deuxième, encore acceptable. Mais semaine après semaine, la situation restait la même. Ce jour, où Agatha est venue pour la dernière fois en cours, est devenu déterminant. C'est lui qui a séparé la vie normale de la période qui sera plus tard appelée disparition. 3 mois d'affilée, le nom d'Agatha n'est pas apparu dans les listes scolaires, n'a pas été noté dans le registre de classe. À partir de ce moment, dans sa vie a commencé une rupture complète avec le monde habituel. Formellement, l'image extérieure continuait d'exister. Le grand-père s'occupait de ses affaires, les voisins le voyaient dans la rue, les parents envoyaient de l'argent. Mais en fait, tout avait déjà changé. À partir de ce jour même commence le décompte de son absence. Un décompte qui mènera plus tard à la découverte la plus inattendue et choquante. Lorsque dans le registre scolaire en face du nom d'Agatha, apparaissaient de plus en plus souvent les mentions « absente ». Au début, personne ne pensait au pire. Les enseignants étaient habitués au fait que, dans les familles rurales, il y a des maladies, des voyages, des soucis domestiques. Cependant, ici la situation s'est prolongée. Les semaines passaient les unes après les autres, et la fillette ne revenait toujours pas à son pupitre. La première démarche a été une conversation habituelle de l'enseignante principale avec Stanisław. Dans la conversation téléphonique, il a dit simplement « Elle est malade ». Sa voix était assurée, sans inquiétude. Cela ne sonnait pas comme une raison de donner l'alerte. Quelques jours plus tard, le grand-père a commencé à préciser « Elle a une maladie particulière, pas comme les autres. Je sais quoi faire ». Ces mots sont entrés dans le protocole. Mais à l'époque, ils n'étaient pas perçus comme un danger. Cela ressemblait plutôt à de l'entêtement de vieillard ou à une croyance aux méthodes populaires qu'à quelque chose de criminel. Chaque fois que les enseignants essayèrent d'obtenir des clarifications, Stanisław se comportait de la même manière. Il ne s'énervait pas, ne se dérobait pas à la conversation, mais répétait simplement la même chose. « Je la soigne à ma façon », disait-il. Cette phrase est devenue clé. Elle fermait toutes les questions.
Personne ne pouvait s'y accrocher comme à une violation formelle, car il n'y avait pas de refus direct de l'aide médicale. Il promettait d'apporter un certificat médical, mais semaine après semaine passait, et il ne présentait aucun document. Quand on lui rappelait le certificat, il changeait soit de sujet, soit répondait évasivement « J'irai demain, ne vous inquiétez pas ». En pratique, cela signifiait une chose, gagner du temps. Pourquoi l'alarme n'a-t-elle pas été donnée plus tôt? La raison est dans le système. Pour que les services officiels puissent intervenir, il faut une raison formelle claire. L'absence au cours en soi n'est pas encore un signal pour une vérification d'urgence, s'il y a une explication du tuteur. Et Stanisław en trouvait toujours une. Tantôt rhume, tantôt maladie particulière, tantôt promesse de montrer un papier médical. Formellement, l'école ne pouvait pas immédiatement appeler la police. Les motifs étaient trop flous. Les enseignants notaient tout, mais jusqu'au moment de la déclaration officielle, tout cela restait dans les limites des papiers internes. Pendant ce temps, le temps passait. L'enseignante ne cessait pas ses tentatives de contacter la famille. Elle appelait régulièrement le téléphone fixe, mais en réponse n'entendait que Stanisław lui-même. Les parents d'Agata étaient à l'étranger, et les joindre directement s'est avéré pratiquement impossible. Les réseaux sociaux, les messageries, tout cela n'était pas utilisé dans cette famille. Il ne restait que la correspondance officielle sèche et de rares appels. Et chaque fois, le grand-père répétait les mêmes mots. Sa stratégie était simple, donner des réponses qui sonnaient inhabituellement, mais pas criminellement. Progressivement, la patience de l'enseignante s'épuisait. Elle avait suivi toutes les étapes prévues, noté les absences dans le registre, envoyé des rapports internes au directeur, faire des mentions dans les comptes rendus. Puis, elle a envoyé des demandes aux services sociaux, essayant de forcer le système à réagir. Mais le résultat était le même. Attente du certificat. Tout se heurtait aux promesses du grand-père et à l'absence de preuves directes de menaces. 1 mois est passé, puis un deuxième. Lorsque le troisième est arrivé, il est devenu clair que la situation était anormale. 3 mois d'absence, un délai trop long pour une maladie ordinaire. L'enseignante a compris qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle a établi une déclaration officielle auprès des autorités. C'était déjà un autre niveau, un papier ayant force juridique, avec signature et enregistrement. Un tel document ne pouvait être ignoré. C'est précisément cette déclaration qui est devenue le moment décisif. Maintenant, l'affaire cessait d'être une question scolaire interne et passait dans la compétence de la police. C'est elle qui est devenue la base pour la sortie de l'équipe ce jour même dont nous avons parlé au début. À partir de ce moment, l'histoire a cessé d'être un ensemble d'explications étranges et est entrée dans le plan de l'enquête pénale. C'était le seuil de transition, des paroles et des promesses aux actions des forces de l'ordre. Lorsque les médecins ont pris en charge Agata après l'appel des urgences, ils ont d'abord procédé à un examen complet. L'état était extrêmement grave, épuisement prononcé de l'organisme, déshydratation, troubles du sommeil et de l'alimentation. Les médecins ont constaté un poids corporel diminué, des muscles affaiblis et des traces d'un séjour prolongé dans des conditions froides et humides. Cependant, l'expertise médicale a noté qu'il n'y avait pas de signe de coup systématique. C'est devenu un détail crucial. Toutes ces souffrances étaient liées précisément aux conditions de détention et non à un impact physique direct. Une telle différence avait une grande importance pour l'enquête, car elle déterminait la qualification possible des actions du grand-père et donnait l'espoir d'un rétablissement de la santé. Pour l'enquête, la conclusion clé était que malgré toutes les circonstances douloureuses, il n'y avait pas de menace pour la vie au moment de la découverte. Agata pouvait se rétablir, et surtout, elle était en état de parler et en perspective de donner des témoignages. Cela changeait toute l'image. Maintenant, l'enquête disposait non seulement d'un ensemble de preuves indirectes, mais aussi de la possibilité d'obtenir un témoignage direct de la victime elle-même. Dans les conditions d'un procès pénal, une telle perspective était décisive. En parallèle, l'attention s'est portée sur Stanisław. Son arrestation s'est déroulée immédiatement, sur place, après l'enregistrement officiel de la découverte. Les actions procédurales semblaient en standard. Il a été conduit au commissariat, interrogé, les circonstances ont été enregistrées. Dès les premières heures, une accusation officielle lui a été portée en vertu de l'article « Privation illégale de liberté d'une personne sous sa tutelle ». C'était la formulation la plus évidente et confirmée à ce moment-là. Lors des interrogatoires, Stanisław est resté relativement calme. Il ne niait pas le fait même de l'isolement. Le nier était insensé. Mais lorsqu'il était question de motifs, il passait à des réponses évasives.
Ses paroles principales sonnaient pareillement. Je la soignais à ma façon. C'était nécessaire. Je voulais qu'elle guérisse. Pour les enquêteurs, ces phrases sont devenues là non seulement étranges, mais un signal direct. Dans cette histoire, il y a une certaine logique interne qu'il suivait lui-même. Les enquêteurs comprenaient, les paroles de Stanisław pouvaient être liées à un certain système de croyances ou à une influence extérieure. C'est pourquoi la perquisition dans la maison est devenue l'étape suivante. Les pièces ont été vérifiées successivement. Cuisine, chambre, salon. Et là où on s'attendait à trouver des médicaments, des documents médicaux ou des objets liés aux soins, on a trouvé tout autre chose. Sur la table et dans les tiroirs se trouvaient des dizaines de feuilles de papier couvertes d'écritures manuscrites. Ce n'étaient pas des notes habituelles, mais des dessins, des schémas, des cercles, des flèches, des symboles incompréhensibles. Par endroits, ils ressemblaient soit à des plans primitifs, soit à des signes mystiques. À côté d'eux se trouvaient des icônes, des bougies et de vieux livres de prière. Tout cela dans son ensemble ressemblait à un ensemble d'objets avec lesquels le grand-père travaillait régulièrement. Ces dessins ont été immédiatement saisis et joints au dossier. Ils n'avaient aucun rapport avec la médecine, n'expliquaient pas comment on pouvait soigner une maladie. Au contraire, ils ressemblaient à une sorte de note personnelle ou au résultat de consultations avec des personnes qui tentaient de convaincre Stanisław de l'existence de méthodes particulières. Pour l'enquête, la découverte s'est avérée extrêmement importante. Elle montrait que l'isolement d'Agatha n'était pas une improvisation accidentelle. Derrière les mots « je soigne à ma façon » se tenait un système de vue concret. Et cela ouvrait une nouvelle ligne d'enquête. Comprendre qui ou quoi avait poussé Stanisław à une telle décision. Et était-il vraiment seul dans cette histoire? Ainsi, la première inspection de la maison a donné non seulement des preuves, mais aussi une direction pour le développement de l'affaire. De l'état d'Agatha et de la formulation de l'accusation, l'enquête passait maintenant à la recherche d'un motif plus profond. C'est précisément cela qui est devenu le pont vers l'étape suivante de l'enquête. Lors du premier interrogatoire officiel, Stanisław a immédiatement défini pour lui-même la seule ligne de conduite. Non seulement il niait toutes les accusations, mais il essayait de montrer qu'il se trouvait lui-même en position de victime d'incompréhension. Ses paroles sonnaient fermement, les intonations étaient assurées, et même dans le protocole, les enquêteurs ont noté que l'homme ne manifestait ni inquiétude ni nervosité. Il semblait calme, raisonnable, comme s'il discutait d'une question domestique et non expliquait la détention de 3 mois de sa propre petite-fille dans des conditions inhumaines. Dès le début, il a souligné « Je n'ai rien commis ». Ma décision était liée uniquement au souci. Je la soignais comme je le pouvais. Cette phrase est devenue une sorte de pilier de sa défense et a ensuite été répétée par lui encore et encore. Pour les enquêteurs, cela ressemblait à une stratégie. Reconnaître le fait, mais déformer le sens. Ne pas nier les actions, mais nier complètement l'intention. Ensuite, il est passé aux descriptions détaillées de ce qui avait servi de déclencheur au traitement. Selon ses dires, sa petite fille a commencé à changer, et il percevait ces changements exclusivement de manière négative. Stanisław va énumérer tout un ensemble de symptômes. Parmi eux, l'entêtement, des conflits fréquents pour des broutilles, le refus d'exécuter les demandes, ainsi qu'un attachement fort au téléphone. Il affirmait qu'elle passait trop de temps sur Internet, discutait avec lui, restait longtemps dans sa chambre et n'écoutait pas ses remarques. Du point de vue des pédagogues ou des psychologues, cela ressemblait aux manifestations habituelles de l'adolescence. Mais pour Stanisław, tout cela est devenu un signal d'alarme. Il disait « Elle semblait ne plus être elle-même. Elle discutait, regardait l'écran, et non moi. Je voyais en cela quelque chose d'étranger. Dans sa représentation, ce n'était pas simplement de la désobéissance ou l'âge de transition, mais une sorte de possession ou maladie qu'il fallait guérir. Il est important qu'à ce moment, Stanisław ait répété à plusieurs reprises « Il ne percevait pas son comportement comme un crime. » Dans son système de coordonnées, ce qui se passait faisait partie d'un certain rituel, d'une façon de faire sortir la maladie. Dans les protocoles, une phrase clé a été conservée. « Je la soignais à ma façon. » Les enquêteurs ont fait une note. Ce n'était pas un cas de lapsus, mais précisément une expression stable qu'il utilisait de nombreuses fois. En fait, il s'était créé une justification interne, et cette justification remplaçait complètement pour lui la représentation des normes juridiques. Lorsqu'il a été question de qui avait proposé précisément cette méthode d'isolement, Stanisław s'est comporté différemment.
Si jusque-là il parlait avec assurance, à ce moment il a commencé à se mélanger. Il niait que l'idée lui appartenait exclusivement. Selon ses dires, tout s'est passé sous l'influence de conseils. Il a mentionné plusieurs fois une certaine personne en qui il avait confiance. Cette personne, selon sa version, possédait des connaissances particulières et assurait que de telles mesures aideraient à expulser la maladie. Stanisław se référait à lui comme à une autorité, répétant « Je n'ai pas inventé, on m'a dit que ce serait juste ainsi. J'écoutais celui qui sait mieux. » Pour l'enquête, c'est devenu un moment critique. Jusque-là, toute l'affaire ressemblait à une histoire tragique au sein d'une famille, où un tuteur âgé interprétait la réalité de manière déformée selon ses convictions personnelles. Mais après ces paroles, il est devenu clair qu'une autre personne pourrait figurer dans la situation. Celui qui exerçait une influence, formait des convictions et en fait poussait Stanisław aux actions. Cela signifiait qu'il fallait élargir le cadre de l'enquête, chercher des contacts supplémentaires, vérifier l'entourage, établir qui précisément aurait pu jouer le rôle de conseiller. Ainsi, les premiers témoignages de Stanisław n'ont pas levé les questions, mais au contraire, ont créé une nouvelle couche. Sa version sur le « traitement » n'a fait que souligner la rupture entre la réalité et sa perception. Mais le principal, sa mention d'une tierce personne, a fait sortir l'histoire au-delà du conflit personnel. Les enquêteurs ont obtenu un repère. Maintenant, ils devaient y comprendre qui était cette personne et quel rôle elle avait joué dans la chaîne d'événements qui ont mené à l'issue tragique. Stanisław, dont la figure devenait progressivement clé dans toute l'affaire, à première vue ne suscitait pas de soupçons. Il avait toujours fait partie de ce village, une personne que beaucoup connaissaient, mais sur laquelle peu pouvaient raconter quelque chose de substantiel. Sa vie semblait simple, travail à la ferme, obligations routinières, aucun événement marquant. Mais c'est précisément dans cette discrétion que résidait le premier détail important. Il ne s'était jamais distingué, ne cherchait pas à attirer l'attention sur lui, vivait dans l'ombre. Après la mort de sa femme, l'ordre habituel s'est définitivement effondré. D'abord, il a essayé de s'accrocher aux occupations habituelles, travailler le potager, s'occuper du bétail, mais progressivement l'intérêt pour ces occupations s'éteignait. Les gens au village se souvenaient. Il est devenu différent. D'abord, cela s'exprimait par le fait qu'il parlait simplement moins. Mais ensuite, il a complètement commencé à éviter la communication, à cesser d'aller aux réunions des habitants, à cesser de saluer en premier. Tout cela se passait progressivement, si bien que personne n'y voyait quelque chose de criminel. Mais c'est précisément à cette période que commença son lent éloignement de la réalité. Lorsque les enquêteurs ont commencé à étudier son passé plus en détail, ils ont prêté attention à la façon dont son comportement changeait. Un homme de travail ordinaire qui toute sa vie avait tiré la ferme s'est transformé en reclus. Il n'avait plus d'amis, et les proches, à part le fils, n'entretenaient pas de liens étroits. Dans les conversations avec les voisins, il n'était pas mentionné comme conflictuel ou agressif, plutôt au contraire, comme un original vivant pour lui-même. Sa solitude s'est étendue sur des années, et progressivement elle est devenue une norme à laquelle tous s'étaient habitués. Une attention particulière a été portée à la vérification des contacts téléphoniques. Les parents d'Agata envoyaient régulièrement de l'argent et essayaient d'appeler au moins une fois par semaine. Mais les conversations avec Stanisław étaient les monotones, courtes, sèches, limitées aux sujets domestiques. Selon les données des opérateurs, la plupart des appels duraient pas plus d'une minute. Dans de rares cas, lorsque la conversation se prolongeait, il s'agissait du courrier ou des factures des services publics. Jamais il ne disait que sa petite fille avait des problèmes. Et c'était le point clé. Lors de l'enquête, il s'est avéré, même lorsque l'enseignante essayait de joindre directement les parents, le grand-père interceptait la communication et arrangeait la situation de sorte qu'il ne soupçonne rien. Son comportement était construit de manière à exclure complètement le risque d'intervention extérieure. Mais la partie la plus révélatrice du tableau s'est ouverte lors de la perquisition de sa maison. La maison de l'extérieur semblait habituelle. Vieux meubles, icônes, photos de la femme. Mais lors d'un examen attentif, les agents ont découvert des matériaux qui ne correspondaient absolument pas à l'image d'un retraité ordinaire. C'étaient des dizaines de livres, beaucoup en mauvais état, avec des pages cornées et des notes en marge. Parmi eux, des textes religieux, des brochures sur les guérisons miraculeuses, des notes de journaux sur des guérisseurs populaires. Un autre niveau était constitué d'éditions sur les rituels et les pratiques magiques. Il y avait des cahiers avec des symboles soigneusement recopiés, des schémas, des descriptions de rituels.
Certaines pages avaient été manifestement utilisées comme guide d'action, des phrases entourées au stylo rouge, des mots soulignés, purification, correction, maladie. Les enquêteurs ont tiré une conclusion importante. La réalité de Stanisław avait depuis longtemps cessé d'être commune avec celle des autres. Il ne percevait pas le monde à travers la communication avec les gens. Sa perception était formée précisément par ses livres et textes. Au cours de nombreuses années, il avait vécu dans une bulle informationnelle, complètement isolé d'un regard critique extérieur. Il n'avait pas d'interlocuteur qui aurait pu contredire ou expliquer l'absurdité de ses vues. Tout ce qu'il lisait, il le prenait pour vrai. C'est précisément pourquoi, pour lui, l'explication de son acte semblait logique et justifiée. Il n'y voyait pas de crime, il y voyait une méthode. Pour l'enquête, cette découverte était clé. Elle montrait que le grand-père n'agissait pas de manière spontanée, ne se laissait pas guider par une impulsion soudaine. Son acte était construit à l'intérieur d'un système de conviction qui s'était formé pendant des années sous l'influence d'un environnement isolé et de littérature. Mais encore plus important était le fait que dans ses témoignages, il mentionnait un conseil de l'extérieur. Cela signifiait qu'il fallait découvrir qui précisément se tenait derrière ses idées et avait pu influencer directement ses actions. Cela ouvrait une nouvelle direction d'enquête qui pouvait mener au-delà de la maison des Kowalski elle-même. Lorsque les enquêteurs ont commencé à étudier en détail le contenu du tiroir où se trouvaient les dessins et papiers de Stanisław, il est devenu clair, ce ne sont pas des notes aléatoires. Chaque page avait une structure. Sur certaines feuilles, il dessinait littéralement une carte de son terrain, marquait la maison, la grange, le potager et séparément, la vieille fosse d'aisance derrière la maison. Ces plans étaient beaux et faits grossièrement, mais assez clairement. Les contours des objets étaient dessinés de sorte qu'il était compréhensible qu'il s'orientait précisément sur sa propre cour. Le plus troublant, au centre de la fosse, était marquée une petite figurine, représentée schématiquement mais associée sans erreur à un être humain. Pour les enquêteurs, cela devint la preuve que de telles actions avaient été préparées à l'avance et ne pouvaient être une réaction spontanée. Les experts graphologues ont confirmé, toutes les inscriptions sur les feuilles ont été faites de la main de Stanisław lui-même. Le papier semblait ancien, par endroits jauni, çà et là avec des taches d'humidité. Cependant, l'encre s'était bien conservée et les inscriptions se lisaient sans difficulté. Sur les marges et entre les lignes se trouvaient des mots et de courtes phrases. On y rencontrait « purification par la terre »,« l'obscurité guérie »,« le silence »,« un médicament ». Ces commentaires n'étaient pas aléatoires. Ils reflétaient son mode de pensée et la façon dont il justifiait ses actions. Les enquêteurs ont noté, ces notes correspondaient directement aux livres trouvés dans la maison, où il était question de moyens populaires d'élimination du mal par l'isolement et le contact avec la terre. Une attention particulière a été portée au fait qu'il y avait plusieurs de ces schémas. Sur un dessin, la fosse était représentée de dessus, avec l'inscription « Interdiction ». Sur un autre, en coupe, où étaient clairement dessinées les planches avec lesquelles on pouvait la couvrir. Dans une autre variante, il y avait la mention « silence », comme si c'était la condition clé. Une telle séquence indiquait une systématique. Il ne faisait pas simplement une esquisse ponctuelle, mais construisait pas à pas le modèle de son traitement. Dans les matériaux de l'enquête, de tels documents ont joué le rôle non d'illustration, mais de preuve directe. L'homme planifiait et documentait à l'avance ses actions. Pour les juristes, la présence de tels schémas est devenue un moment décisif. Dans le procès pénal, il est important de déterminer si l'accusé agissait sous l'influence d'une impulsion momentanée, ou bien s'il prévoyait tout à l'avance. S'il ne s'était agi que de ses paroles lors des interrogatoires, il aurait pu affirmer qu'il avait agi sans réfléchir, que c'était une crise émotionnelle. Mais la présence de plans et de notes excluait une telle version. Ce n'est plus de la spontanéité, mais de la préméditation. Et donc, l'article d'accusation devenait plus lourd et la peine plus sévère. Outre la composante juridique, ces papiers sont devenus pour les enquêteurs une raison d'examiner la question d'une possible influence extérieure. Car de telles formulations comme « purification par la terre » ou « l'obscurité guérie » naissent rarement d'elles-mêmes. Une version est apparue que Stanisław pouvait puiser ses idées non seulement dans des livres, mais aussi dans la communication avec quelqu'un de l'extérieur. Peut-être que quelqu'un lui avait suggéré de telles méthodes, quelqu'un qui se disait guérisseur ou thérapeute. Il n'y avait alors pas de preuve directe de cela, mais la découverte elle-même permettait à l'enquête d'élargir les frontières de l'investigation. Ainsi, les dessins et schémas,
qui à première vue auraient pu sembler une étrange habitude domestique d'une personne âgée, se sont transformés en l'une des preuves les plus lourdes. Ils ont montré son mode de pensée, fixé le processus de préparation et ont définitivement convaincu l'enquête. Tout ce qui se passait n'était pas une coïncidence. C'était un processus planifié, et donc l'accusation contre lui devenait bien plus sérieuse. C'est précisément à partir de ce moment que l'affaire a cessé d'être perçue comme un conflit familial ou un malentendu et s'est transformée en enquête pénale lourde. Après l'apparition dans les matériaux de l'affaire des dessins étranges et papiers sur lesquels Stanisław traçait de sa propre main des symboles et schémas, les enquêteurs ont été confrontés à la nécessité d'obtenir une réponse sans équivoque de la part de spécialistes. Il était évident, le développement ultérieur de l'affaire dépendait de l'état psychique dans lequel se trouvait cet homme, au moment où il prenait la décision d'enfermer Agatha et des actions suivantes. Sans conclusion d'expertise, il était impossible de comprendre s'il devait porter la responsabilité pénale ou si ses actes pouvaient s'expliquer par un trouble psychique grave qui le privait de la capacité de rendre compte de ses actions. Pour cela, une expertise psychologique et psychiatrique complexe a été ordonnée, qui s'est déroulée dans un établissement spécialisé. La procédure s'est étendue sur plusieurs semaines. Stanisław passait une série de tests, d'observations. Il était interrogé par des experts sous différents formats, de courtes questions de vérification aux longs entretiens. En parallèle, les spécialistes étudiaient tous les matériaux de l'affaire, protocoles d'interrogatoire, enregistrement de ses explications, textes qu'il avait laissés sur papier, ainsi que les résultats de la perquisition de sa maison. Chaque détail était examiné du point de vue de savoir si on pouvait y voir des signes de pathologie psychique. Une attention particulière a été portée à la vision du monde de Stanisław. Lors des interrogatoires, il disait directement qu'il croyait en l'existence d'esprits mauvais, qu'il considérait l'obscurité comme un moyen de purification et la terre comme un médicament. Dans ses notes se rencontrèrent des phrases comme « purification par la terre »,« l'obscurité guérie », et c'est précisément ces mots qui sont devenus l'objet d'analyse des spécialistes. Les experts ont souligné « de telles idées en elles-mêmes ne constituent pas une preuve de diagnostic psychiatrique ». En psychologie, ce phénomène s'appelle « pensée magique ». Lorsqu'une personne explique ce qui se passe par des représentations mystiques ou irrationnelles, au lieu de s'appuyer sur des faits et des connaissances scientifiques. Il était important de tracer une frontière claire entre une telle vision du monde et de réels troubles psychiatriques. La commission vérifiait s'il y avait chez Stanisław des signes de délire, d'hallucination ou de troubles de la perception. Il a été examiné attentivement. Comment il s'orientait dans l'espace, s'il se souvenait des dates, s'il pouvait reproduire les événements de manière séquentielle, s'il répondait logiquement aux questions. Les résultats se sont avérés révélateurs. Malgré toute l'étrangeté de ses convictions, il répondait de manière cohérente, pensait séquentiellement, ne perdait pas le lien avec la réalité. Les psychologues notaient qu'une telle pensée pouvait s'être formée en raison d'un isolement de nombreuses années. Après la mort de sa femme, Stanisław avait presque cessé de communiquer avec les voisins, n'avait pas d'amis, sortait rarement au-delà de sa cour. Son cercle de communication était limité, et la source principale de connaissances était devenue les livres et notes qu'il trouvait dans de vieilles éditions et chez des guérisseurs locaux. Avec le temps, il s'était enfermé dans ce monde étroit, où la frontière entre croyance et réalité s'estompait. Mais il conservait la capacité de gérer ses actes et comprenait les conséquences de ce qu'il faisait. La conclusion de la commission était claire et sans équivoque. Stanisław Kowalski a été reconnu responsable. Cela signifie que ses actions ne peuvent être expliquées par une maladie psychique grave. Il comprenait le caractère de ses actes, réalisait qu'il privait sa petite fille de liberté, qu'il l'enfermait dans une fosse et qu'il cachait tout cela aux autres. Et, le plus important, il pouvait contrôler son comportement. Pour le tribunal, cette conclusion avait une importance clé. À partir de ce moment, il est devenu clair. La ligne de défense qui pouvait se construire sur la version de la folie était définitivement exclue. Stanisław était passible de responsabilité pénale dans son entièreté. Maintenant, l'enquête s'est concentrée sur autre chose, sur la recherche du motif final, expliquant pourquoi il avait fait tout cela, et comment précisément s'étaient développés les événements qui avaient mené à la tragédie. Après que les expertises officielles eurent confirmé la responsabilité de Stanisław et qu'il fut devenu clair qu'il ne pouvait échapper à la responsabilité pour des raisons médicales, les enquêteurs se sont concentrés sur une autre direction,
la vérification de toutes les figures tierces mentionnées dans ces témoignages. L'une de ces figures s'est avérée être un guérisseur local que Stanisław avait mentionné plusieurs fois, comme conseiller. Il affirmait que c'était précisément cette personne qui lui avait soi-disant suggéré des méthodes inhabituelles de purification et d'élimination de la maladie. Pour l'enquête, de telles déclarations deviennent toujours un moment important. S'il y a un participant tiers, il faut établir le degré de son implication. Même si au départ, il semble qu'il s'agit d'invention ou de tentative de reporter la faute. D'abord, la police a établi l'identité de la personne mentionnée. C'était un homme âgé d'un district voisin qui recevait effectivement des gens chez lui, se faisant appeler guérisseur ou thérapeute. Sa réputation était connue, certains y étaient sceptiques, le considérant comme un simple imposteur. D'autres, au contraire, croyaient qu'il aidait par la parole et les herbes. Mais personne n'avait d'information qu'il avait jamais conseillé quelque chose de radical ou sortant du cadre des pratiques populaires habituelles. Néanmoins, l'enquête était tenue de tout vérifier minutieusement, sans concession aux rumeurs. Le guérisseur a été convoqué à un interrogatoire officiel. Il n'a pas nié le fait de connaître Stanisław. Il a confirmé que celui-ci était effectivement venu le voir plusieurs fois, se plaignait de problèmes dans la famille, disait qu'à la maison, tout n'était pas calme, que la petite fille se comportait étrangement, qu'il y avait une énergie impure. Le guérisseur lui-même racontait qu'il répondait en termes généraux. Il conseillait plus de silence, du repos, moins d'irritants, d'essayer la prière, la lecture de textes sacrés. Il soulignait qu'il n'avait jamais parlé de fausses, de dépendance de cours, d'isolement physique. Tout cela, il l'appelait exclusivement des fantasmes de Stanisław, qui a peut-être compris ses paroles à sa façon. Les enquêteurs précisèrent les détails, encore et encore. Donnait-il des instructions directes? Appelait-il à limiter les contacts ou à des méthodes sévères? La réponse était catégorique. Non. Dans le protocole est fixé son déni de toutes instructions sur de telles actions. Il n'a reconnu qu'une chose, la phrase « il faut expulser le négatif », s'en isoler. Mais dans son interprétation, cela signifiait simplement une expression domestique. Passer moins de temps avec ceux qui apportent de mauvaises énergies. En parallèle, les agents ont commencé à rassembler des informations supplémentaires. Ils ont vérifié les connexions téléphoniques entre lui et Stanisław. L'expertise technique a confirmé, pendant toute la période qui intéressait l'enquête, il n'y avait pratiquement pas eu de contact. Quelques courts appels étaient enregistrés plusieurs mois auparavant, et leur durée ne dépassait pas quelques minutes. Dans la correspondance, rien. Ni messages, ni lettres, ni notes qui auraient pu indiquer des instructions concrètes. Les voisins de Stanisław ont été interrogés. Personne n'avait vu le guérisseur dans le village. Personne n'avait remarqué qu'il venait à la maison ou s'intéressait au sort de la famille. Il n'y avait pas de témoins qui auraient pu confirmer une communication régulière. De plus en plus, l'impression se formait. La rencontre avait effectivement pu avoir lieu, des conversations avaient été tenues, mais elles étaient floues et superficielles, et c'était Stanisław lui-même qui leur avait donné un tout autre sens. L'enquête a attentivement étudié la maison du suspect. Une attention particulière a été portée aux notes et papiers trouvés lors de la perquisition. Effectivement, il y avait des phrases comme « purification par la terre »,« l'obscurité guérie », mais l'écriture appartenait à Stanisław lui-même, et nulle part on ne rencontrait la mention du guérisseur comme auteur de ces idées. Il n'y avait ni carte de visite, ni lettre, ni instruction fixée. Les experts ont conclu, la source de ces pensées était le propriétaire de la maison lui-même, et non une personne tierce. Au final, il est devenu clair que l'implication directe du conseiller n'était pas confirmée. Son rôle se limitait à des conversations occasionnelles, dans lesquelles il prononçait des phrases générales, propres à toute personne croyant au négatif et à la purification. Tout le reste, résultat d'interprétations et d'actions autonomes de Stanisław. Juridiquement, cela avait une grande importance. On ne pouvait présenter d'accusation sans fait, et c'est pourquoi la décision procédurale semblait sans équivoque. Pas de preuves. Les témoignages ne contiennent pas d'indications directes sur des actions criminelles. Pas de témoins non plus. Sur cette base, la version de la complicité a été close. Officiellement, le guérisseur a été exclu du nombre des suspects. Aucune accusation n'a été portée contre lui. Il figurait dans l'affaire comme témoin. Mais pas plus. Toutes les flèches indiquaient de nouveau une seule personne, Stanisław. C'est lui qui prenait les décisions, c'est lui qui exécutait ses plans, c'est lui qui porte toute la responsabilité.
Et bien que la ligne avec le guérisseur se soit avérée être une fausse piste, elle a joué son rôle. Les enquêteurs ont pu montrer qu'ils avaient vérifié minutieusement toutes les versions, traité tous les contacts, et maintenant rien ne détournait du principal. L'histoire revenait à la figure du grand-père qui restait au centre de l'enquête. En avant se trouvait l'analyse des motifs, la séquence de ses actes et ses détails, qui ont définitivement déterminé la gravité de l'accusation. Lorsque l'enquête s'est définitivement convaincue que la version avec le guérisseur ne se confirmait pas, l'attention s'est déplacée sur l'entourage immédiat de Stanisław. C'est précisément à ce moment que les parents d'Agata sont revenus en Pologne. Ils ont été convoqués à un interrogatoire officiel pour qu'ils donnent des éclaircissements sur ce qu'ils savaient de la vie dans la maison et dans quelle mesure ils comprenaient les particularités du caractère de leur père. Dès les premiers protocoles est apparue une information importante. Ils ont reconnu qu'ils savaient toujours ces superstitions et vues étranges. La mère a dit directement que le père pouvait passer des heures à raconter les esprits, le mauvais œil, le fait que les choses peuvent influencer l'homme. Le père de la famille n'a pas non plus nié qu'il s'était depuis longtemps habitué à ces conversations. Il percevait cela comme une manifestation du caractère sénile, mais nullement comme une réelle menace. Ces mots étaient une clé. Ils signifiaient que les parents ne pouvaient ne pas remarquer les particularités du grand-père. De plus, ils réalisaient sa propension à des interprétations atypiques de ce qui se passait. Cependant, ils n'ont pris aucune mesure. Ils ne considéraient pas nécessaire de limiter son rôle dans l'éducation, ou au moins de vérifier régulièrement ce qui se passait réellement dans la maison. Pour l'enquête, c'est devenu un signal important. La responsabilité ne repose pas seulement sur Stanisław, mais aussi sur ceux qui ont laissé la fille sous son contrôle total. Lors des interrogatoires, les parents ont essayé de s'expliquer. Ils se référaient aux circonstances. Selon leur dire, le travail en Allemagne était le seul moyen d'assurer la famille. L'argent qu'ils gagnaient était envoyé à la maison et sans ce soutien, il aurait été impossible de maintenir la ferme et de payer les études. Ils disaient qu'ils appelaient constamment, demandaient comment allaient les affaires, et chaque fois, Stanisław assurait « Tout va bien, elle est malade mais je m'en sors ». Ces assurances, ils les prenaient pour argent comptant. Dans leur compréhension, le père était âgé mais responsable et on pouvait lui faire confiance. Juridiquement, ses paroles semblaient faibles. Pour l'enquête, de telles justifications ne levaient pas la faute. La loi le formule clairement. Si les parents ont confié la tutelle à une tierce personne, ils sont quand même obligés de contrôler les conditions de vie. L'absence de contrôle s'interprète comme non-exécution des obligations. Dans les protocoles, c'est ainsi qui a été fixé. L'inaction des parents peut avoir des conséquences juridiques. Cependant, c'était une direction séparée du travail du parquet, mais cela renforçait le contexte de l'histoire générale. Sur fond de ces témoignages, s'est progressivement formée l'image du conflit qui est devenu le véritable déclencheur. Jusqu'à ce moment, beaucoup de détails restaient flous. Cependant, c'est précisément après le retour des parents que les enquêteurs ont reçu de nouveaux témoignages d'Agata elle-même. Elle était prête à raconter plus en détail ce qui précisément est devenu le point de départ de son isolement. De ses paroles, il suivait qu'entre elle et le grand-père avait éclaté une dispute. C'est arrivé peu avant qu'elle disparaisse de l'école et cesse d'apparaître dans la rue. L'essence du conflit consistait en un objet, un téléphone. Pour l'adolescente, c'était un moyen de communication avec les amis, une fenêtre sur le monde. Pour Stanisław, en revanche, c'est devenu un symbole d'influence étrangère. Dans les protocoles sont conservées ces expressions. Il appelait le téléphone « fenêtre pour le diable », source de mauvais œil. Selon les dires d'Agata, le grand-père essayait de prendre l'appareil de force. Elle résistait, il se criait dessus. Ce moment est devenu décisif. La dispute s'est terminée par le fait que le grand-père a déclaré « Ça ne peut plus continuer ainsi. Je vais te guérir ». Ce détail changeait radicalement le tableau. Jusque-là, ces motifs pouvaient-ils s'interpréter comme une fascination abstraite pour le mysticisme. Mais c'est précisément le conflit à propos du téléphone qui a montré la raison réelle. Dans sa perception, la technique était devenue l'ennemi et la petite fille, le porteur de cette influence. Il a décidé qu'il était obligé d'agir. Et cette décision a mené aux événements qui, au final, sont devenus l'objet de procédures judiciaires. Ainsi, le « passé sombre » de Stanisław s'est avéré non seulement dans ses superstitions et son isolement de la société, mais aussi dans la façon dont il transférait ses idées sur ses proches. Les parents connaissaient ces étrangetés, mais les ignoraient, et le conflit avec la petite fille est devenu l'ultime impulsion qui a transformé les égarements en actions concrètes. C'est précisément ici que l'enquête a obtenu un nouveau niveau de compréhension des motifs.
Et désormais, les enquêteurs pouvaient passer à l'analyse finale de la façon dont ces motifs seraient qualifiés au tribunal. L'interrogatoire final de Stanisław est entré dans les matériaux de l'affaire, comme la partie la plus tendue de toute l'enquête. Les enquêteurs comprenaient, c'est précisément ici qu'il fallait mettre le point final, détruire toutes les versions de défense qu'ils construisaient pendant de longues semaines. Tout le travail préparatoire se résumait à ce moment. La salle d'interrogatoire semblait ordinaire, table, 2 chaises, dossier avec papier, dictaphone. Mais l'atmosphère était différente. On sentait dans l'air que l'issue de cette conversation serait déterminante. Stanisław était assis calmement, mais dans son regard, il n'y avait déjà plus l'assurance d'avant. Il comprenait que chacune de ses phrases était enregistrée et serait utilisée contre lui. L'enquêteur a commencé méthodiquement et sans émotion superflue. D'abord, il a soulevé la question du guérisseur auquel Stanisław se référait depuis le début. Selon la version de l'accusé, c'était précisément cette personne qu'il avait soi-disant convaincu de la nécessité de l'isolement. C'est sur lui qu'il reportait la responsabilité. Mais maintenant, dans le dossier, se trouvaient des protocoles officiels. L'enquêteur a ouvert le dossier et a lu les témoignages du guérisseur lui-même. Oui, il venait. Oui, il parlait de problèmes dans la famille. Mais je ne lui ai donné aucun conseil sur l'enfermement et encore moins sur l'utilisation d'une fosse. Pour Stanisław, c'était un coup. Sa principale ligne de défense s'écroulait. Il a détourné le regard de côté, c'est tout. Comme s'il essayait d'inventer une nouvelle version. Mais le fait était évident. Se couvrir par les paroles d'autrui n'allait plus marcher. L'enquêteur a continué sans laisser la pause s'éterniser. Sur la table est apparue la conclusion des experts psychiatres. Ce document était le résultat de plusieurs semaines d'observation, de conversations, de tests et de vérifications médicales. La conclusion finale sonnait clairement et sans équivoque. Stanisław Kowalski est responsable, capable de comprendre le caractère de ses actions et de les diriger. Pour la défense, c'est devenu le deuxième coup. Toutes les conversations sur la folie, sur le fait qu'il ne rendait soi-disant pas compte de ce qui se passait, se sont avérées officiellement réfutées. L'enquêteur a lu ces lignes à voix haute, et dans la pièce s'est installé un lourd silence. Après cela, Stanisław a encore essayé de se maintenir. Il parlait du fait qu'il voulait aider, qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. Il répétait ces phrases qu'il prononçait déjà avant. Je la soignais à ma façon. Je voulais la débarrasser de l'influence sombre. Mais maintenant ces mots sonnaient différemment. Sans appui sur le guérisseur et sans possibilité de se référer à l'irresponsabilité, ses explications semblaient vides. L'enquêteur écoutait attentivement, n'interrompait pas, mais dès que Stanisław terminait, il le ramenait immédiatement aux faits. Et c'est précisément à ce moment qu'est arrivée la culmination. Sur la table ont été posés les témoignages d'Agata. Le protocole contenait une description détaillée du conflit qui avait précédé l'enfermement. Tout avait commencé par une dispute ordinaire à propos du smartphone. Elle résistait, il exigeait de rendre l'appareil. Dans ces mots, c'était une fenêtre pour le diable, source de mauvais œil et de possession. Agata racontait qu'après la dispute, il avait dit « c'est la dernière goutte ». L'enquêteur a lu ce fragment et a demandé directement « vous l'avez enfermé à cause du téléphone ?» Cette réplique est devenue décisive. Stanisław d'abord s'est tu. Dans le protocole est noté « il a baissé la tête, ses mains tremblaient ». Quelques secondes, il évitait le regard de l'enquêteur, mais ensuite il a dit doucement « oui, c'est devenu la dernière goutte. Elle ne m'écoutait pas. J'ai décidé que je devais agir. » Après cela, il n'a plus résisté. Il a commencé à donner des témoignages détaillés. Il a raconté comment il préparait la fosse, comment il se convainquait qu'il agissait correctement, comment il considérait que l'obscurité et l'isolement, c'était une partie de la purification. Ses paroles étaient fixées ligne par ligne, et à chaque nouvelle phrase, il devenait clair. Il ne s'agissait pas d'une coïncidence, pas d'un acte spontané, mais d'actions qu'il avait réfléchies et préparées à l'avance. Cet interrogatoire a mis le point dans l'enquête. Maintenant dans l'affaire se trouvaient non seulement des preuves, des témoignages de témoins et des conclusions d'experts, mais aussi la reconnaissance de l'accusé lui-même. La ligne de défense s'est effondrée définitivement. Stanisław a cessé de nier sa participation et a décrit en détail les motifs qui le guidaient. Pour l'enquête, cela signifiait une chose. Le tableau des événements s'était formé en un tout. À partir de ce moment, l'affaire passait en phase finale, la préparation du procès, où chacun de ces documents, chaque mot prononcé lors de l'interrogatoire, deviendrait argument clé de l'accusation. Après la reconnaissance de Stanisław,
Les enquêteurs ont obtenu la possibilité de vérifier chacune de ses paroles, chaque détail qu'il nommait, et de les confronter avec les objets et preuves réelles trouvées dans la maison. Pour eux, il était important de séparer les inventions et tentatives d'atténuer la faute des faits qui se confirmaient réellement. Au cours d'un des longs interrogatoires, lui-même, presque entre les lignes, a mentionné le smartphone d'Agatha. Selon ses dires, c'est précisément avec lui qu'avait commencé le conflit le plus aigu. Stanisław a dit que dès le premier jour de la dispute, il avait pris le téléphone et ne l'avait plus montré à personne. Ce détail a immédiatement attiré l'attention des enquêteurs, car lors des perquisitions précédentes, aucun gadget n'avait été découvert dans la maison. L'enquêteur a posé des questions précisantes. Où exactement se trouve le téléphone? Dans quel état il peut être? Qui d'autre connaissait son existence? Stanisław s'est un peu troublé, s'est tu longtemps, puis a avoué, il avait caché l'appareil dans le vieux poêle, qui n'était depuis longtemps plus utilisé pour sa fonction. Il a même décrit en détail comment il créait la cachette. Derrière la plaque métallique, dans le vide entre les briques, il avait soigneusement placé l'objet et l'avait camouflé avec un chiffon pour que personne ne tombe dessus par hasard. Ses paroles sonnaient si détaillées que les enquêteurs n'ont plus eu de doute. Il fallait immédiatement vérifier. Pour cela, une perquisition supplémentaire a été organisée. Dans la composition du groupe sont entrés des agents opérationnels, des experts criminalistiques et des témoins. Tout était fixé sur photo et dans des protocoles pour que le résultat ait force juridique au tribunal. D'abord, ils ont démonté la partie supérieure du poêle, puis ont retiré une partie des briques. Et au moment où la niche s'est ouverte, les suppositions se sont confirmées. Il y avait effectivement un smartphone, enveloppé dans un morceau de vieux chiffon. On y voyait des traces du temps, poussière, petits débris, odeur d'humidité. Mais l'appareil lui-même s'était conservé. Il a été saisi, emballé dans des sacs spéciaux et envoyé à l'expertise technique. Ce moment est devenu clé dans l'affaire. La découverte avait non seulement une valeur matérielle, mais aussi une signification énorme, car c'était précisément cet objet qui avait été la cause du conflit entre Stanisław et Agatha. Maintenant, il était clair qu'il ne s'agissait pas de mysticisme, pas de rituel et pas de conseils de douteux, guérisseurs. Tout se réduisait à une dispute domestique. Le grand-père n'acceptait pas son intérêt pour les technologies modernes, considérait le smartphone comme un mal et voulait contrôler complètement sa vie. Le téléphone était devenu le symbole de cette confrontation, la preuve matérielle que le véritable motif était lié au contrôle et non aux histoires inventées sur les pratiques spirituelles. Pour l'enquête, cela signifiait une percée sérieuse. Maintenant, ils avaient non seulement une reconnaissance qu'on pouvait tenter de contester, mais aussi une preuve directe trouvée là où l'accusé lui-même l'avait indiqué. Ce fait ne pouvait être expliqué par une coïncidence ou une erreur. Le smartphone est devenu le point qui reliait les paroles d'Agatha, les témoignages de Stanisław et le tableau du crime en un tout. Maintenant, l'enquête pouvait affirmer avec assurance. Le grand-père n'agissait pas dans un état d'égarement ou sous influence étrangère, mais partant de son désir de supprimer la volonté de sa petite-fille et de la priver d'indépendance. Après la découverte du téléphone, le cours de l'enquête a changé. L'affaire est devenue plus dure et sans équivoque. Les enquêteurs comprenaient que c'était précisément cette preuve qui serait l'une des centrales au tribunal. Elle montrait non seulement le motif, mais aussi la séquence d'actions de Stanisław, prouvait sa préméditation et donnait une explication claire de ce qui s'était passé. Il restait maintenant l'étape finale, la préparation du procès judiciaire, où toutes ces preuves devaient être prononcées officiellement et recevoir une évaluation juridique. Lorsque l'enquête s'est rassemblée avec les matériaux, est arrivé le moment qu'attendaient tous, la reconstruction finale des événements. C'était cette étape tournante où, à la place des suppositions, se tenaient des faits froids et les paroles confuses du suspect se transformaient en concrets fixés dans les protocoles. À ce stade, il n'y avait ni éruption émotionnelle, ni déclaration bruyante. Tout sonnait sèchement et ordinairement, mais dans ce calme ordinaire résidait une force effrayante. L'homme dont les actes avaient bouleversé tous était assis face à l'enquêteur et décrivait mesuré, sans hésitation, pas à pas ce qu'il avait fait et pourquoi. Il a commencé par le tout premier épisode, lorsque tout avait franchi la limite. Selon ses dires, la dispute avait éclaté à cause du smartphone. Pour lui, cet objet était un symbole de décomposition, de danger, une fenêtre par laquelle dans la maison pénétrait quelque chose d'étranger. Il se convainquait que c'était une source de tout ce qui était mauvais qui arrivait à Agatha. Il avait fait des remarques à plusieurs reprises, exigé qu'elle abandonne l'appareil, mais chaque fois, il rencontrait un refus.
Au moment où elle avait une fois de plus repoussé sa main et ne lui avait pas permis de prendre le téléphone, Stanisław aperçut cela non comme une résistance naturelle d'adolescente, mais comme un signe de perte définitive de contrôle. Dans sa conscience, cela ressemblait à une confirmation de sa propre théorie sombre. La petite fille était possédée par une volonté étrangère. À partir de ce moment, il a cessé de considérer la situation comme un conflit familial. Dans ses paroles résonne une logique dure. J'ai compris que les conversations étaient inutiles. Elle ne m'entend pas. Donc, il faut l'enfermer, la couper de tout ce qui empoisonne. C'est précisément alors qu'il a pris la décision d'isolement complet. Il décrivait cela comme le seul moyen de rééduquer. Stanisław était convaincu qu'en privant Agatha de tentations extérieures, il briserait sa résistance et la ramènerait à la vie juste. Mais le plus terrible dans sa reconnaissance, c'est la façon dont il justifiait lui-même ses actions. Il parlait de esprit, de impureté, de terre qui purifie. Tous ces mots dans sa bouche sonnaient comme une sorte de code rituel, mais en fait, ils ne servaient que de couverture. C'était une légende commode dont il couvrait sa dureté. Et il semblait y croire lui-même sincèrement. L'enquêteur a noté dans le protocole que derrière l'enveloppe mystique se cachait une motivation tout à fait terrestre. Le désir d'un contrôle total sur une personne qui refusait de se soumettre. Une attention particulière de l'enquête a été portée à la question des délais. Lorsqu'on lui a demandé pour quelle période précisément il comptait la laisser en isolement, il n'a pas donné de réponse en chiffres ou en jours. Au lieu de cela, Stanisław a prononcé une phrase qui sonne particulièrement froidement, jusqu'à ce qu'elle se corrige. Dans ce « jusqu'à ce que » résidait tout le danger de la situation. Il n'y avait pas de calendrier, pas de frontières, pas même de limitation interne propre. Son plan était dès le départ infini, et cela signifiait qu'il était prêt à la garder enfermée pendant des semaines, des mois, aussi longtemps qu'il le jugeait nécessaire. Ces reconnaissances ont définitivement dissipé tous les doutes. Elles ont transformé l'affaire d'un écheveau confus, de contradictions, en scénario clairement délimité. En premier lieu, le conflit à propos du téléphone, ensuite son interprétation à travers le prisme des superstitions, puis la décision sur l'isolement, et, enfin, le délai indéfini dicté par sa propre volonté. Tout cela a montré qu'il n'y avait eu aucune crise soudaine ou acte accidentel. Les actions de Stanisław avaient une logique interne construite par lui-même, et c'est précisément pourquoi elles représentaient un danger particulier. Maintenant pour le tribunal et pour la société, l'histoire a obtenu de la clarté. Derrière le voile mystique, derrière les conversations sur les rituels et la purification, se tenait une réalité bien plus prosaïque, mais non moins terrible pour cela. Ce n'était pas un rituel, mais un système de pression. Ce n'était pas une guérison, mais un isolement méthodique calculé pour soumettre la volonté d'une autre personne. Et c'est précisément ce tableau qui a été mis à la base de l'accusation qui se préparait à passer à l'étape suivante. Maintenant, les enquêteurs ont pu reconstituer le tableau complet et assez sombre de ce à quoi ressemblaient les 3 mois d'enfermement. Ces détails choquent non pas tant par des signes extérieurs de cruauté que par leur systématicité froide et leur banalité. Aucun éclat, aucune manifestation vive de fureur ou de peur. Tout ce qui se passait ressemblait à un processus réfléchi à l'avance, froidement planifié, qui était devenu partie de la vie quotidienne de Stanisław. L'inspection des lieux a donné une représentation claire des conditions dans lesquelles se trouvait Agatha. La fosse était ancienne et avait autrefois été utilisée comme cave pour stocker des légumes. Ses murs étaient revêtus de briques, ce qui rendait l'espace sec et assez solide. Sur le sol se trouvaient les restes d'un vieux matelas usé depuis longtemps que Stanisław avait jeté en bas pour créer une allusion minimale au confort. Les planches dont il recouvrait la fosse étaient lourdes, pressées par-dessus avec des barres métalliques et des pierres pour que la construction semble intentionnellement stationnaire. Entre les planches restaient des fentes étroites par lesquelles pénétrait l'air et une faible lumière. Ces conditions ne pouvaient être appelées mortelles, mais elles privaient de toute possibilité de mener une vie normale. La personne se retrouvait dans un état d'isolement complet où chaque jour se transformait en lutte pour la survie, et non en existence au sens habituel du mot. Stanisław, comme l'a montré l'enquête, en avait fait une routine. Selon ses propres dires, il agissait selon un horaire. Une fois par jour, il déplaçait une des planches, ouvrant une ouverture étroite, et par une corde descendait en bas une bouteille en plastique avec de l'eau et quelques morceaux de nourriture simple. Un morceau de pain, une pomme de terre bouillie,
parfois une assiette de bouillie dans une écuelle en fer. Il ne s'attardait pas à l'ouverture, n'entamait pas de conversation, n'essayait pas d'expliquer d'une quelconque façon ce qui se passait. Ses actions se résumaient uniquement à maintenir des conditions minimales d'existence. Pour lui, c'était un élément du processus et non un souci d'un proche. Il est important de noter aussi à quoi ressemblait l'impact psychologique. Il évitait consciemment la communication, privant Agatha non seulement de liberté, mais aussi de tout soutien émotionnel. Même une phrase courte, même une tentative de consoler aurait pu créer l'illusion d'un contact humain. Mais il a choisi le silence complet. Cela transformait chaque jour en cycle fermé, attente du rare moment où s'ouvre la trappe pour recevoir de l'eau et de la nourriture, et de nouveau le silence, de nouveau l'obscurité, de nouveau la solitude. Pour Agatha, c'était précisément ce facteur qui s'est avéré particulièrement lourd. Pendant ce temps, à l'extérieur, Stanisław continuait de mener une vie qui ne suscitait chez les autres pas le moindre soupçon. Les voisins le voyaient au magasin. Il achetait un ensemble standard de produits, pain, allumettes, lait. Parfois, il s'arrêtait près des clôtures des voisins, échangeait quelques phrases sur le temps ou sur le travail au potager. Ces conversations étaient toujours courtes et distantes, et cela ne surprenait personne. Au village, on le connaissait depuis longtemps comme un homme renfermé, peu communicatif, et ce trait de caractère qui, pendant des décennies, était perçu comme une particularité ordinaire, est devenu au final sa couverture idéale. Personne n'attendait de lui d'ouverture, et c'est pourquoi personne n'a remarqué que derrière son silence se cachait un secret. Même dans les relations avec les structures officielles, il agissait de manière calculée. Aux enseignants, il répondait aux appels en répétant toujours la même formulation. « Elle est malade, elle a besoin de repos ». Ces mots ne sonnaient pas de manière menaçante, mais plutôt ordinairement. Et c'était précisément cette banalité qui perturbait. Il semblait qu'il n'y avait pas de raison pour une alarme urgente. Formellement, dans ses paroles, il n'y avait rien qui aurait donné une base à une intervention immédiate. Mais derrière cette explication standard se cachait un mensonge soigneusement construit. Progressivement, chez l'enquête s'est formé le tableau. Pendant 3 mois, Agatha se trouvait en isolement, où la survie physique était maintenue minimalement et la pression psychologique s'intensifiait chaque jour. Stanisław vivait dans 2 réalités. Pour le monde extérieur, il restait un vieillard tranquille, vivant dans son village, et à l'intérieur de sa propre cour, il se transformait en surveillant qui contrôlait chaque moment de la vie de sa petite fille. Cette dualité s'est avérée être la clé pour comprendre comment le crime avait pu rester caché si longtemps. Ainsi, les enquêteurs ont fixé, devant eux, non un épisode accidentel, pas une flambée spontanée d'agression, mais un comportement systémique et froidement calculé. Et c'est précisément cela qui a permis au parquet de construire l'accusation autour de l'idée de préméditation et d'intentionnalité. Le procès judiciaire dans l'affaire de Stanisław Kowalski est devenu la culmination de l'enquête de plusieurs mois. Si aux premières étapes, toute l'attention était concentrée sur la recherche de la vérité et la collecte de preuves, maintenant était arrivé le moment où tous ces matériaux devaient résonner déjà dans le format du langage juridique strict. C'est précisément ici que se décidait son sort. Et pas seulement le sien. Pour les proches, c'était un moment de vérité pour les habitants du village, la possibilité de comprendre ce qui se passait littéralement sous leurs yeux. Et pour les enquêteurs et le parquet, la vérification de la minutie avec laquelle ils avaient accompli leur travail. L'accusation officielle a été formulée extrêmement clairement et en détail. Le procureur a énuméré successivement tous les articles qui ont été mis à la base de l'affaire. Le premier est, peut-être, le plus évident. Privation illégale de liberté. Dans les matériaux de l'enquête était décrit en détail comment pendant 3 mois, Agatha se trouvait en isolement, dans des conditions privant de l'existence normale. Le deuxième article, torture. Ici, il s'agissait du caractère même de la détention. Absence d'accès normal à la lumière, limitation en nourriture et en eau, isolement complet de la société. Ces actions étaient considérées comme impact systémique et prolongé, causant des souffrances physiques et psychologiques. La troisième accusation, abandon en danger. Elle a été ajoutée parce que Stanisław, en tant que tuteur, avait l'obligation directe de prendre soin d'elle. Mais au lieu de cela, il avait consciemment mis sa vie en danger. Une attention particulière le procureur a portée au qualificatif, commis avec cruauté particulière. Ce n'est pas simplement un détail formel. Juridiquement, un tel ajout augmente substantiellement la gravité du verdict. Il soulignait que le crime n'avait pas eu un caractère ponctuel,
mais avait duré longtemps, était réfléchi et méthodique. Pour le tribunal, c'était un argument important montrant qu'il ne s'agissait pas d'un acte impulsif, mais d'actions étalées dans le temps et dénuées de miséricorde. Bien sûr, la défense a essayé de proposer sa version. L'avocat de Stanisław insistait sur le fait que devant le tribunal se tenait un homme âgé qui avait des représentations déformées de la réalité. Il disait que son client n'avait jamais souhaité un véritable dommage, que ses actions étaient dictées par la conviction de la nécessité de sa propre méthode de traitement. La défense affirmait que Stanisław ne réalisait pas toute la gravité de ce qui se passait et agissait plutôt par égarement que par mauvaise intention. Comme argument était élicité son âge, la solitude et les contacts sociaux limités. Mais l'accusation a rapidement détruit ces arguments. Le procureur a rappelé que l'expertise judiciaire psychiatrique avait reconnu Stanisław entièrement responsable. Les experts ont souligné il comprenait le caractère et les conséquences de ses actions, savait distinguer le bien du mal et réalisait ce qu'il faisait. De plus, les faits rassemblés pendant l'enquête montraient bien sa constance. Il avait préparé à l'avance le lieu d'isolement, réfléchi au système de fourniture de nourriture et d'eau, vérifié régulièrement que cela ne devienne pas connu à l'extérieur. Tout cela parle du fait qu'il agissait consciemment et systématiquement. Le procès a duré plusieurs séances. Les parties ont présenté leurs preuves, les experts ont été entendus, les protocoles d'interrogatoire ont été lus, les témoignages de témoins et Agatha elle-même. Chaque mot, chaque détail se composait en tableau intégral. Le juge notait attentivement tous les arguments, mais la logique générale de l'affaire devenait de plus en plus évidente. La ligne de défense ne résistait pas à la confrontation avec les faits. Lorsqu'est arrivé le moment de la proclamation du verdict, dans la salle régnait un silence tendu. Le juge a annoncé « Stanisław Kowalski est reconnu coupable sur tous les points de l'accusation ». Cette conclusion était sans équivoque et ne laissait pas d'espace pour des interprétations ambiguës. Puis a résonné le verdict. Le tribunal a condamné Stanisław à une peine réelle de privation de liberté. Pour un homme âgé, cela signifiait en fait qu'il passerait le reste de sa vie en détention. Pour la société, ce verdict est devenu un signal. De telles actions ne peuvent être justifiées ni par la foi, ni par les égarements, ni par l'âge. L'achèvement du procès est devenu une sorte de point dans la phase la plus bruyante de cette histoire. Mais simultanément, cela a ouvert un nouveau chapitre, la discussion sur comment quelque chose de semblable avait pu se passer si longtemps dans une petite communauté où, semblait-il, chacun connaissait son voisin. Le tribunal a mis un point juridique, mais la société ne faisait que commencer à analyser les conséquences morales et sociales de cette tragédie. Après le prononcé du verdict, il semblait que le point dans cette histoire était mis. Mais en réalité, c'est précisément alors que commençait l'étape la plus lourde et la plus longue, la vie après que la vérité soit devenue publique. Et si pour Stanisław son futur était maintenant défini dans les moindres détails, les années passées derrière les barreaux, alors pour les autres participants de cette tragédie, tout ne faisait que commencer. Chacun d'eux devait faire face à des conséquences destructrices qu'il était impossible d'annuler ou d'oublier. En premier lieu, l'attention était rivée sur Agatha. Son état après la libération s'est avéré extrêmement lourd. Épuisement physique, stress profond, anxiété, troubles du sommeil. Les médecins ont immédiatement pris la décision d'une réhabilitation complexe. C'était tout un chemin, du rétablissement médical de l'organisme aux longues consultations avec des psychologues. Les spécialistes par étapes lui rendaient la capacité de faire confiance aux autres, apprenaient avec elle à reconstruire le quotidien sans peur. Mais le moment le plus important consistait en ce qu'elle ne pouvait pas revenir chez ses parents. Les services de tutelle ont pris la décision de la placer dans une famille d'accueil temporaire. Il y avait là contrôle, sécurité et surtout des spécialistes prêts à surveiller son état 24 heures sur 24. Pour Agatha elle-même, cela signifiait une rupture définitive avec l'ancienne maison et la vie habituelle. Dans sa conscience, cette maison avait cessé d'être un symbole de famille, se transformant en lieu d'où on voulait partir, aussi loin que possible. Mais le destin d'Agatha, ce n'est qu'une partie du tableau. Les parents qui tout ce temps se trouvaient à l'étranger se sont aussi retrouvés sous attention particulière. Ils affirmaient qu'ils travaillaient en Allemagne pour assurer la famille et qu'ils croyaient, sur parole, Stanisław, qui les assurait au téléphone que tout allait bien. Mais l'enquête a perçu cela différemment. Pour le tribunal, leur inaction est devenue le moment clé, car c'est précisément eux qui, selon la loi, devaient veiller à ce que leur fille soit en sécurité. Sur la base des matériaux de l'affaire, un procès séparé a été initié.
Il examinait la question de la privation des parents de leurs droits. Juridiquement, cela ressemblait à une formalité, mais en essence, c'était encore un coup porté à la famille. L'État ne pouvait plus leur faire confiance pour prendre soin de leur propre enfant. Quant à Stanisław lui-même, son futur ne suscitait déjà plus de doute. Le tribunal l'a reconnu coupable sur tous les points. Il devait passer de longues années en colonie, et aucun appel ne changeait l'essence du verdict. De l'ermite du village, il s'est transformé en figure dont on parlait dans tout le pays. Pour les voisins, sa maison est devenue le symbole d'une histoire effroyable, et lui-même, l'exemple de comment les superstitions et l'isolement peuvent se transformer en force destructrice. Sa vie, qui avait depuis longtemps perdu le lien avec la réalité, se terminait maintenant dans des conditions d'isolement complet, seulement maintenant par décision de justice. Si on considère tout cela dans son ensemble, le résultat semble non seulement tragique, mais définitif. La famille Kowalski, en tant que structure unie, a cessé d'exister. Le grand-père s'est retrouvé en détention, les parents sous menace de privation complète de droits et de perte de fait de leur fille. Agatha, sauvée, mais avec une expérience lourde qui restera avec elle pour toujours. Leur histoire, c'est une illustration de comment les conséquences destructrices d'un crime se répandent sur tous, sans exception les participants. Et ces conséquences s'étendent bien plus loin que les 3 mois d'enfermement eux-mêmes. On peut dire qu'ici, il ne s'agit pas simplement de violation de la loi. C'est l'effondrement de la famille, la dissolution des liens, la perte de confiance et d'appui. Ce qui autrefois s'appelait « cellule de la société » a été en un instant détruit de l'intérieur. La maison qui devait être lieu de confort et de sécurité s'est transformée en symbole d'horreur. La décision judiciaire n'a fait que confirmer ce qui était évident. Aucun retour à la vie d'avant ne sera plus. Cette histoire a montré, le crime ne se limite jamais au moment où il est commis. Ses conséquences vivent pendant des années, se reflètent sur les destins des gens, les changent complètement. Dans le cas de la famille Kowalski, nous voyons comment une décision prise sous l'influence de superstition et du désir de contrôle a tout détruit, et la famille elle-même, et les représentations sur l'avenir. Ce n'est pas simplement une tragédie, mais l'exemple de comment la vie humaine peut être mutilée jusqu'aux fondations.